La question qui nous est posée, au-delà des idées reçues, la vraie question, c'est connaissons-nous vraiment les forêts? Connaissez-vous vraiment les forêts? Et je crois qu'on a l'immense plaisir d'avoir ici, avec des regards très différents, des regards en France, des regards à l'étranger, et des angles très différents, des personnes qui vivent, je ne sais pas si on peut dire pour la forêt, ils nous le diront. En tout cas, il est sûr que la forêt et les arbres ont une grande place dans leur cœur et dans leur quotidien aussi, et qui vont partager avec nous leur expérience, leur connaissance de ces écosystèmes forestiers, dont l'idée de vous dire, de vous rappeler ou de vous apprendre qu'au-delà de ce qu'on voit, c'est-à-dire des arbres, c'est du paysage, ok. Dans certains cas, c'est de la matière première, ok. Mais peut-être qu'on peut dépasser cette vision strictement utilitariste des choses pour comprendre aussi déjà comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils nous apportent sans que nous ne le voyions. Tout ce qui est invisible, ce qu'on appelle les services écosystémiques notamment, mais pas seulement. Voilà, on va parler de tout ça. Alors, je vais demander à chacun de se saisir d'un micro et je vais commencer par Cécile Lachaud. Bonjour Cécile. Bonjour. Donc Cécile Lachaud, vous travaillez pour Man and Nature, l'homme et la nature. Tout à fait. Que vous dirigez. Nature, tout à fait. Donc, je suis la directrice de Man and Nature. C'est une association française qui soutient les ONG locales, en fait, principalement en Afrique. On a aussi des projets financés par Maison du Monde en Inde. Et l'objectif, c'est de soutenir les communautés locales qui vivent autour des parcs naturels en augmentant leurs revenus, en développant ce qu'on appelle des filières vertes, on pourra en parler tout à l'heure, et tout en préservant les réserves autour desquelles elles vivent. Dans quel pays d'Afrique est-ce que vous intervenez? Donc, principalement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, donc Cameroun, Gabon et RDC, et en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire. Madagascar aussi ou pas? Et Madagascar, effectivement. Il me semblait. Walter connaît mieux que moi. Non, certainement pas, mais je me souviens que vous y étiez. Jonathan Guyot, bonjour. Donc double casquette, All for Trees. C'est ça. Et le GRS. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots? Donc déjà, je suis ingénieur forestier de formation. J'ai commencé ma carrière dans la forêt et j'ai été embauché récemment au GRS pour travailler sur le mouvement de la solidarité climatique qui fédère des entreprises, des collectivités qui souhaitent mobiliser les citoyens à agir pour le climat au quotidien. Le GRS, c'est une association? C'est une ONG internationale de développement, effectivement, sur l'accès à l'énergie. On fait aussi un peu de biomasse énergie sur justement la préservation des forêts. Donc on a des actions au Cambodge. Et à côté de ça, j'ai aussi développé, cofondé All for Trees, qui est une plateforme qui essaye de promouvoir toutes les initiatives de reforestation et d'agroforesterie à travers le monde, parce qu'il en existe énormément. On a ici à côté de nous Man in the Nature, qui connaissent bien ces actions sur le terrain, mais il en existe partout. On essaye de les identifier et de les faire connaître. Quand vous dites plateforme, c'est quoi? Ça se présente? C'est un site internet? C'est une plateforme professionnelle qui réunit différents acteurs? C'est quoi précisément? Alors il y a deux choses. Il y a effectivement une plateforme publique où on peut identifier, voir tous ces projets un peu partout. Donc il y a une carte qui les identifie, qui les géolocalise. Et aussi on travaille, justement on a commencé la semaine dernière avec Man in the Nature, Envol Vert, Cœur de Forêt et d'autres associations, à travailler, voir comment on pourrait travailler ensemble. D'accord. Votre voisin de gauche, Damien Kuhn, bonjour. Damien. Bonjour. Donc, toi, tu es directeur international, des programmes internationaux, c'est ça? C'est ça, oui. De Kinome. Chez Kinome, oui. Alors, Kinome, c'est quoi? Kinome, ça veut dire l'œil de l'arbre en japonais. Et notre métier, en fait, c'est de faire grandir l'homme par la nature. Et pour faire ça, on a développé 4 activités. Une première qui est de la recherche appliquée, mieux comprendre la forêt pour mieux la protéger. On va beaucoup en parler maintenant. Une deuxième sur le conseil pour pouvoir influencer les décideurs, les gouvernements, surtout en Afrique, en Amérique latine et les chefs d'entreprise. Une activité de gestion de projet très opérationnelle sur le terrain pour accompagner les villageois dans la plantation d'arbres, les initiatives locales pour assurer à la fois la plantation et la valorisation des arbres. Et une activité de partage avec le grand public et avec les enfants à qui on leur fait redécouvrir la forêt et tout ce qu'elle apporte pour les hommes. Ok. Merci Damien. Anne Berthet,
Voilà, on se partage le micro. Anne, tu diriges, oui, c'est ça, le réseau. Alors, je co-coordonne. Tu co-coordonnes, Voilà, voilà. parce que c'est une direction collective. Oui. Le réseau pour les alternatives forestières, donc on dit aussi RAF. Donc, c'est une association française, on travaille principalement sur le territoire français, qui rassemble le grand public, la société civile, et également des professionnels de la forêt et du bois, bûcherons, débardeurs, artisans du bois. Et l'idée, c'est de vraiment décloisonner et se réapproprier la forêt française, du moins la façon de la gérer, parce qu'on a l'impression en ce moment que le débat est privatisé par les représentants des gros propriétaires ou par les techniciens et ingénieurs forestiers qui nous disent voilà, la forêt c'est une affaire de spécialistes, surtout le grand public, vous n'y comprenez rien, vous trouvez qu'il ne faut pas couper du bois, vous consommez pas assez de bois, donc des discours assez moralisateurs. Et nous, on est contre ça, on essaie de travailler tous ensemble, justement de mieux se connaître, mieux connaître les besoins. Et du coup, voilà, on fédère toutes les initiatives qui sont en rapport avec une gestion douce des forêts, c'est-à-dire qu'on est sur du prélèvement de bois, parce qu'on considère que c'est un super matériau, et également sur comment le valoriser au mieux, c'est-à-dire dans la construction, et également en bois énergie, mais vraiment au maximum en bois de construction. On va juste, Voilà. Anne, avant d'enchaîner, peut-être commencer par un petit historique, puisque tu dis que l'idée c'était que la forêt ne reste pas le sujet des spécialistes, mais on fait entrer la société civile en fait dans la forêt. Ça part d'où? C'est quand? Pourquoi? J'imagine que c'est en réaction à quelque chose, forcément. Oui, c'est en réaction à une industrialisation, une artificialisation de plus en plus prégnante de la forêt française. On considère que c'est un placement ou une marchandise, mais en tout cas de moins en moins un milieu vivant. Quand on parle de biodiversité, c'est des recommandations, mais rarement des obligations. Donc voilà, tout ça c'est né à l'origine de gens qui étaient impliqués dans le mouvement Terre de Liens, donc où il y avait justement une association de la société civile pour récupérer des capitaux pour les réinvestir dans les terres agricoles. C'est ça, Terre de Liens, c'est une foncière Voilà, c'est une qui foncière, aide un de fonds de jeunes dotation. agriculteurs à s'installer en leur Voilà. procurant des terres. Voilà, c'est ça. Et nous, vraiment, c'est vraiment inspiré de ce mouvement d'éducation populaire en se disant, nous, forestiers, parce que je suis ingénieure forestière aussi, on ne va pas y arriver tout seul. Il faut vraiment qu'on associe les consommateurs, parce qu'on est tous consommateurs de papier, de bois dans nos maisons. Enfin, tous les jours, pas tous les jours on achète du bois, mais on consomme quand même pas mal de papier. Et voilà, pour se poser la question de notre consommation, de notre rapport à la forêt. On y va, on s'y promène, on l'aime. Et comment récolter du bois tout en la respectant, donc en limitant les impacts, en travaillant avec du matériel léger, des bardades à cheval, treuil, etc. On n'est pas du tout obligé de passer par des coupes rases pour prélever du bois. On va rentrer un peu dans les détails. Juste avant, j'ai beaucoup entendu, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, que la forêt française était plutôt bien entretenue, bien gérée. C'est une petite musique qu'on entend beaucoup. Et ça n'a pas l'air aussi évident à partir de ce que tu évoques à l'instant. C'est quoi quel constat fais-tu de l'état de la forêt française? Alors ce matin, il y a quelqu'un qui me disait, en partant du constat que la surface forestière augmente, voilà, on a 30%. En France, c'est en vrai? France, voilà, c'est vrai. Par contre, il me disait, la forêt, elle grandit, mais elle maigrit. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur des petits bois. On raccourcit les cycles forestiers. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais en fait, avant, les arbres, on les coupait à 200 ans, 300 ans, des chênes notamment. Et maintenant, on va réduire la durée de vie. Par exemple, un Douglas, on va le récolter à 35 ans. Il y a 10 ans, moi, quand j'ai été formée, on nous disait qu'on cultivait on aidait la forêt à produire des gros bois, mais ce serait pour les générations futures ce qu'on plantait, ce qu'on régénérait. C'est-à-dire vous, votre métier, enfin le métier que tu Ouais. as appris, vous êtes formaté pour travailler pour quelque chose que vous ne verrez jamais. Normalement, oui, mais maintenant, en fait, on a une telle pression sur le bois pour la consommation, notamment en bois énergie, avec des objectifs d'utiliser de l'énergie renouvelable. La France s'aperçoit, l'État français, qu'il y a énormément de bois en forêt, donc voilà, super. Plutôt que de faire du bois d'œuvre qui rapporte de l'argent aux sylviculteurs, aux propriétaires, qui permet de payer correctement les intervenants, parce que ça, c'est un gros problème aussi. Les bûcherons, les débardeurs, il y en a de moins en moins parce qu'ils sont de moins en moins payés. Voilà, donc travail de qualité, quand on n'est pas payé, on fait autre chose après. Quoi. Donc tu dis d'un côté, il y a le bois plutôt destiné à la construction, et ça c'est une filière Alors, vertueuse, utile Oui, mais de toute façon, les deux filières, on en a besoin. Le souci, c'est qu'actuellement, en fait, on va adapter la forêt à nos besoins. C'est actuellement, le consommateur, il veut du pain, puisque c'est léger, voilà, c'est pratique. Et du coup, on va planter au maximum de pins, alors qu'en France, on est sur une forêt feuillue.
Et on est en train de perdre les utilisations, les usages de ces bois feuillus. Il y a aussi une industrialisation au niveau du sciage, de la transformation des bois, où maintenant on a de plus en plus des scieries industrielles qui vont scier jusqu'à un certain diamètre de bois. C'est pour ça qu'on ne va pas laisser les arbres pousser le maximum de temps, parce qu'après on se dit on ne pourra pas les scier. Et en fait, il nous Parce qu'en faudrait... fait, on a des outils limités. Ouais. On Et en doit dessiner la forêt en fonction des outils. Voilà, c'est ça. Au lieu de maintenir un tissu de PME local, rural, comme ça se fait en Allemagne, où ils ont beaucoup moins de forêts que nous, mais ils ont 3 fois plus d'emplois, quoi. Et ils ont La forêt allemande, elle est moins maigre que la forêt française? maigre, je sais pas, mais en Mais tout je cas, reprends ton expression tout à l'heure. elle rapporte. Enfin, il y a beaucoup plus d'emplois et elle génère beaucoup plus de bénéfices qu'en France, quoi. Tout en étant mieux entretenu? Il n'y a pas de coupe rase. Alors ça veut dire quoi, coupe rase? Coupe rase, on coupe à blanc. Toute une forêt, tout un écosystème, on le met à nu. C'est-à-dire que toute la flore, la faune qui vivait dans ce milieu-là, en fait, maintenant, elle n'a plus qu'à aller dans la forêt d'à côté. Sauf que si elle se fait raser à nouveau la forêt d'à côté, la faune, la flore, elle va aller encore à côté. Puis à un moment donné, s'il y a trop d'espace ouvert, alors c'est bien aussi pour d'autres végétations, pour d'autres faunes, mais en tout cas, la faune forestière, son milieu, il est détruit, donc il faut qu'elle aille ailleurs, quoi. D'accord, donc on emporte la forêt et ses habitants, pour reprendre une image triviale. Ouais, voilà, voir son sol, parce que voilà, maintenant avec le bois énergie, on va exporter complètement l'arbre en entier. On ne va pas laisser les branches qui vont enrichir le sol, on va exporter tout l'arbre. Donc il y a une perte de fertilité. Donc ce que tu nous expliques là, c'est, t'inquiète pas, on va venir aux autres ensuite, c'est que le chemin qu'on est en train de prendre, finalement au nom de la transition énergétique, puisqu'il s'agit de faire du bois de chauffage, c'est un chemin qui est un peu extrême et qui peut nous conduire à une vision strictement utilitariste d'une autre façon de la forêt et à détruire ce qu'elle est par essence. Oui, alors qu'on pourrait très bien avoir une forêt qu'on maintient, sur laquelle on prélève du bois pour le bois énergie et pour la construction. Voilà, mais ça veut dire qu'on va prélever du bois en faisant bien attention aux arbres qui vont rester en place au milieu, donc ça va coûter plus cher, ça aura un prix. Et là, actuellement, comme pour tous les produits, on peut parler de l'agriculture, on peut parler de n'importe quoi, la construction, on est sur un marché mondial, donc on va chercher à faire baisser les coûts. Et comment on baisse les coûts? En ayant des peuplements homogènes, en ayant de la culture de forêt, de la ligniculture, des champs d'arbres, quoi, avec des essences qui poussent vite, qu'on récolte à 35-40 ans, avec de la mécanisation. En fait, le modèle forestier, actuellement, il ne tire pas du tout les leçons de ce qui se passe en agriculture, au contraire, il le copie, quoi. On a même des intrants qui arrivent en forêt parce que les sols, voilà, sont... Des intrants en forêt? Oui, voilà, on va tremper les petits plants de Douglas dans des traitements pour lutter contre l'îlot, par exemple. C'est un champignon, c'est ça? Ouais, et puis un champignon d'insecte, je suis pas très douée en santé des forêts. Mais par contre, on va mettre de la chaux, on va chauler les terres forestières. Non, mais c'est les terres les plus fertiles du monde, les terres forestières. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre des engrais dedans, quoi. Alors, je comprends le constat. Vous, réseau alternative forestière, qu'est-ce que vous aimeriez? Quelle est la vision et les réalisations que vous défendez? Alors nous, on part du principe que les gens, qu'il faut qu'ils se rencontrent sur un territoire donné. Donc on organise des rencontres, des échanges où il y a des citoyens qui viennent, il y a des artisans du bois, il y a des bûcherons, des débardeurs. On traite d'un thème sujet. Là maintenant, d'un thème précis. Maintenant, on organise des rencontres régionales parce qu'on a de plus en plus de monde aux rencontres nationales. Et on essaie de fédérer les acteurs pour revoir comment est-ce qu'on refait des filières courtes, mais pas juste locales, mais vraiment avec une conception de travailler avec des gens qui vont prélever du bois et pas tout couper, quoi, et le valoriser au mieux, c'est-à-dire en mettant en relation avec des charpentiers et des menuisiers. Et on travaille aussi sur la question de l'accès au foncier forestier. C'est-à-dire actuellement, il y a beaucoup de propriétaires qui font rien de leur forêt, et il y a aussi pas mal de bûcherons, de gens qui travaillent le bois, qui ont envie, qui auraient besoin, qui aimeraient avoir accès à ces forêts pour y travailler. Et donc, comment on relie les deux par des contrats à long terme, à moyen terme, des baux amphithéotiques, des choses qui n'existent pas actuellement, parce que le bail rural ne s'applique pas à la forêt. Et donc, par exemple, le système du bail amphithéotique, c'est-à-dire le professionnel a un droit d'exploitation de très longue durée, c'est ça, qui est sécurisé juridiquement? Oui, ce serait ça. Et le propriétaire, lui, a l'assurance d'avoir une forêt qui est correctement gérée. Voilà, avec des engagements réciproques de chaque côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Après, on travaille aussi sur la formation. Donc, comment est-ce qu'on augmente le niveau de formation et des propriétaires et de ceux qui interviennent en forêt pour qu'ils aient une vision de gestion forestière? Quels sont les arbres d'avenir? Quels sont les arbres qui vont plutôt aller sur du bois de chauffage? Comment intervenir en sécurité? Couper du bois, c'est quand même un métier, mais on peut en général, quand on s'y met sur la durée.
Il y a les comment le messages que faire. vous véhiculez auprès des professionnels quand vous êtes face à un public large, comme aujourd'hui, pas forcément connaisseurs. Quels sont les premiers pas que vous leur proposez de faire pour comprendre votre démarche et s'y associer dans leur vie de tous les jours ou en s'engageant davantage? S'intéresser à leur façon de consommer du bois, juste demander quand vous allez, plutôt que d'aller chez des distributeurs de bois, allez plutôt vers des scieurs, demander d'où vient le bois. La certification, vous avez eu des exposés tout à l'heure, j'en parlerai pas trop. Mais voilà, se questionner sur d'où vient le bois, comment il a été coupé, et si on est propriétaire forestier, s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire de sa forêt, qui pourrait l'entretenir, qui pourrait s'en occuper. Également, donc c'est beaucoup dans le Morvan, il y a des citoyens qui en avaient marre de voir des coupes rases à perte de vue, ils ont monté des groupements forestiers. Donc ça c'est pareil, ça se fait. Et nous on a fait un petit bouquin, si je peux faire une promo, qui s'appelle Agir ensemble en forêt, où on explique les différentes façons de travailler, d'agir, de s'investir dans la forêt. Il y en a dans la Drôme qui ont monté une AMAP bois-bûche, je ne sais pas s'ils en ont parlé tout à l'heure, mais voilà, c'est acheter son bois de chauffage à l'avance et on sait d'où il vient, on sait par qui il a coupé, on peut visiter le chantier, la forêt est toujours là après, quoi. Voilà. D'accord, c'est un premier pas. Donc ce livre, on le trouve sur votre stand qui est pas loin là-bas. Oui, puis dans toutes les librairies, sur Internet. D'accord. Voilà. On va revenir à vous tout à l'heure, ou à toi tout à l'heure, pardon. Merci Anne. Damien, on sort de l'Hexagone. On part en Afrique aussi d'ailleurs, un peu comme Man Nature. Oui. Sénégal, je crois, notamment. Le Sénégal, notamment, oui, c'est un des terrains d'expérimentation. Et peut-être pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, moi je trouve aussi qu'on vit une période assez formidable où quelque part le forestier est en train de sortir de son bois. Et en fait, on est en train d'avoir une vision beaucoup plus globale de la forêt que c'était le cas il y a 10 ou 20 ans. Et ça a pour conséquence en fait, de recréer du lien avec nous tous, avec les hommes. Et voilà, un événement comme ça, il y a 10 ans, ça n'aurait pas été imaginable de réunir tous les acteurs de la forêt, le grand public. Et donc c'est une période assez géniale. J'ai été formé au métier de la forêt aussi, il y a 10 ans. À l'époque, on nous parlait essentiellement, je vais résumer, de la compétition entre les arbres pour accéder à la lumière. Aujourd'hui, les scientifiques nous parlent de la communication entre les arbres, du fait qu'ils peuvent échanger à la fois des nutriments de l'alimentation à travers les réseaux de champignons dans les sols forestiers, mais aussi des messages de l'information, prévenir quand il y a une attaque de parasites, ou alors quand une sécheresse commence à décimer certains arbres d'un massif forestier. Et ça, c'est des champs encore quasiment inexplorés de la forêt et on va découvrir et apprendre petit à petit dans les années à venir. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Je fais un petit clin d'œil, d'ailleurs une rencontre avec Francis Allais à 18h, qui nous parlera de tout ça et des récentes recherches, et qu'on retrouvera à 20h dans la grande plénière de la soirée. Mais je te laisse poursuivre. Et allez voir aussi l'intelligence des arbres, ce soir à 22h, je crois, une projection du film qui Ce sera nous fait ici même. Ouais. L'intelligence des arbres et le livre qui l'a inspiré aussi. Alors au Sénégal, bien sûr, il y a de la forêt aussi. Et en fait, ce que je voulais vous montrer d'intéressant d'un de nos projets au Sénégal, c'est de voir comment ça nous a aidé à nous poser des questions différentes sur la forêt. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on a initié des projets avec Kinomé au Sénégal, on parlait beaucoup de la finance carbone pour nous aider à avoir plus de moyens pour développer des activités avec les villageois de reboisement, de plantation d'arbres. Et dans mes enquêtes de terrain, forcément, j'allais discuter avec les anciens du village, avec les plus jeunes. Et la réponse que j'ai eue à chaque fois, c'est « mais ton histoire de carbone, c'est pas concret pour nous. Dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire quoi ?» Et ils m'ont tout de suite dit nous, ce qu'on a constaté, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, c'est au contraire, pas au contraire, mais surtout un impact sur l'eau. On a moins d'humidité dans les sols. On a une saison sèche qui arrivait début juin au Sénégal il y a encore 20 ans. Et aujourd'hui, on est début juillet, on ne sait toujours pas si les pluies vont vraiment s'installer, donc si on va pouvoir commencer les travaux des champs. Et ça, nous, paysans, je parle à la place des personnes avec qui j'ai discuté, on le met vraiment sur la disparition des arbres champêtres qu'on avait dans nos parcelles auparavant, quand on était plus jeunes. Et donc, avec Walter, il y a 10 ans, on était à Copenhague pour les négociations climat. Le naufrage. Et sur la question des forêts se limitait au stock de carbone, de CO2 qu'il y avait dans les troncs. Et donc, moi, je suis allé porter la voix des paysans en disant est-ce qu'on ne peut pas regarder l'arbre comme un acteur majeur dans le cycle de l'eau, comme une machine à transpirer ?
Nous, quand on transpire, et là il fait un peu chaud, on transpire, ça permet de refroidir notre corps. C'est pour ça que, notamment pour ça qu'on transpire quand il fait chaud. Et en fait, les forêts, vous avez fait vous-même l'expérience, quand vous vous baladez en été, vous rentrez dans une forêt, il fait beaucoup plus frais. Et c'est parce que les arbres transpirent et donc rafraîchissent. Et ça, c'est un super outil déjà d'adaptation au changement climatique pour les paysans, pour les populations, parce qu'avoir des arbres dans sa parcelle agricole, ça permet de rafraîchir, de ramener de l'humidité dans le sol, et donc de permettre aux cultures de ne pas subir les grosses sécheresses qu'on a pendant les périodes estivales. Climatisation naturelle garantie sans énergie consommée. Exactement. Et les grandes métropoles s'y mettent, je pense à Nancy en France, de regarder l'arbre comme étant un bioclimatiseur naturel. Et en reforestant les centres-villes, les villes, on arrive à descendre réellement la température de nos villes de plusieurs degrés. Et donc quand on a des pics de chaleur, c'est juste formidable d'avoir des arbres qui nous apportent cette fraîcheur. Je crois que la ville sur laquelle tu as posé tes fesses y réfléchit aussi. C'est un clin d'œil. Mais donc, alors voilà, donc Kinome, juste sur la genèse, est-ce que tu peux, en vraiment quelques mots, d'où ça part? Je crois que c'est Nicolas Métro qui fonde Kinome. C'est Nicolas Métro qui fonde Kinome avec l'ambition vraiment d'inverser la tendance de la déforestation. Comment? En remettant l'arbre dans l'économie, dans le bon sens du terme, dans le sens la gestion de la maison, du ménage. Et donc, du coup, comment est-ce que l'arbre peut nous aider, et aider en particulier les villageois dans les pays du Sud, là où on travaille beaucoup, à bénéficier de l'impact des forêts et du reboisement, du retour des arbres dans les parcelles agricoles. Un exemple très concret, c'est le moringa. Et ça fait 6 ans maintenant qu'on travaille au Togo avec un arbre qui s'appelle le moringa, Nebedai, en Wolof pour les Sénégalais, qui signifie l'arbre de la vie et en fait qui apporte beaucoup de protéines, 4 fois plus que dans les œufs, beaucoup de potassium, 15 fois plus que dans les bananes, beaucoup de fer. Bref, c'est un arbre qui a des feuilles très très riches d'un point de vue nutritionnel. Et donc forcément, on fait le lien à des populations où il y a une malnutrition qui est forte, où quelque part le premier des besoins c'est de penser comment on va nourrir ses enfants le soir. Et cet arbre peut être une solution concrète, immédiate, pour ces familles, pour qu'elles puissent avoir accès à ce qu'on appellerait un complément alimentaire par chez nous, pour pouvoir manger avec le couscous dans les plats de tous les jours. Donc, le moringa, je vous montre, c'est des poudres de feuilles. Ça, c'est fait par un de nos partenaires qui s'appelle Nebedai et qui a un stand juste à côté. Voilà. Et la manière d'agir de Kinome, c'est de travailler à la fois sur la partie de production en agroforesterie. Donc on va travailler avec les paysans pour réintégrer cet arbre dans leur système agricole, avec le maïs, avec les autres cultures qu'ils cultivent traditionnellement. De travailler aussi avec les chercheurs pour regarder comment est-ce qu'on peut avoir un système de culture durable, c'est-à-dire pouvoir rajouter de l'amendement organique dans les sols, puisque si on tire les feuilles qui sont très riches, ça veut dire que ce qui est dans les feuilles, ça vient du sol. Donc il faut qu'on remette dans le sol toute cette richesse qu'il y a dans les feuilles. On va travailler avec les groupements de femmes sur la transformation, et les amener, les challenger pour qu'elles puissent améliorer leur système de qualité. On a besoin, si Jean vend cette poudre-là, c'est qu'elle est impeccable au niveau qualité et d'hygiène. Donc on a besoin de former ces groupes de femmes qui travaillent à la transformation des feuilles de cet arbre moringa à l'amélioration des pratiques, pour pas qu'il y ait de contamination de champignons notamment. Et ensuite, troisième étape, on va travailler sur la commercialisation. Donc on a pu développer un partenariat avec le Programme alimentaire mondial pour pouvoir distribuer le moringa dans les écoles togolaises pour le repas du midi. Vous savez qu'il y a des programmes comme ça avec le gouvernement pour quelque sorte que les parents soient incités aussi à envoyer les enfants à l'école parce qu'il y a un repas qui est servi, un repas chaud qui est servi le midi. Et on a réussi à intégrer le moringa dans cette recette. Donc vous comprenez l'impact important pour ces enfants qui puissent avoir tous ces nutriments importants pour leur santé. D'accord. Alors, on va revenir à toi tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute Jonathan. Peut-être, sachant que de par ton point de vue, tu as un regard un peu générique sur l'arbre partout dans le monde, y compris en France d'ailleurs. Est-ce que tu as une réaction par rapport à ce que disait Anne sur l'état de la forêt française, peut-être en le mettant au regard de l'état de la forêt mondiale?
Je sais qu'on ne peut pas globaliser les choses, mais d'un continent à l'autre, comment se porte la forêt amazonienne? Comment se porte... D'ailleurs, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où la forêt se porte bien? Souvent, on parle de déforestation et on a vite tendance à le mettre en France aussi en se disant on voit une coupe rase, on voit cette coupe blanche et les gens tout de suite, le citoyen en fait, est agressé par cette image. Il dit il y a de la déforestation et ça c'est un terme qu'on ne peut pas utiliser en France, que souvent c'est surface forestière, ne reste des forêts en fait. Elles sont juste un mode de gestion qui est très agressif pour le coup. Donc oui, la forêt française est pas assez bien gérée au final. On a quand même on est loin d'être les pires, on va dire, quand même, dans ce domaine-là. Mais le problème aussi, c'est tous les petits propriétaires forestiers qui, justement, ont ces problématiques, ne peuvent gérer des forêts qu'on ne peut pas exploiter, qui perdent, qui s'amaigrissent. Mais c'est pas comparable à ce qu'on va voir en milieu tropical, où là, on va parler de déforestation quasiment massive. On va parler de millions d'hectares par an. On parle de 15 millions d'hectares par an qui sont déforestés. Est-ce qu'il y a un impact fort sur le climat? Je dirais qu'en France, au final, c'est une mauvaise gestion. Ça n'a pas d'impact si négatif que ça, puisque le stock forestier, la biomasse forestière reste quasiment constante. Peut-être s'appauvrit un petit peu au fur et à mesure des années, mais on ne perd pas des surfaces forestières, alors que des pays comme l'Amazonie, des pays autour de l'Amazonie, le bassin du Congo et tout ce qui était l'Indonésie, la forêt indonésienne subissent une forte déforestation. Et là, on parle de 20% quasiment jusqu'à 20% d'émissions de CO2, donc un impact fort sur les changements climatiques, équivalent au transport. C'est ça qu'aujourd'hui, toute politique qu'on va pouvoir mettre en place sur la mobilité douce, éviter de prendre l'avion, d'utiliser ces véhicules, quasiment, il faudrait faire le même effort pour chaque citoyen, chaque entreprise, et beaucoup moins d'impact aujourd'hui sur les forêts, la déforestation, parce que là, on parle de la question du climat, qui est très reliée en fait à l'eau. Et en France, on va être un peu moins sur cette question de dégradation du cycle de l'eau, même s'il y a les rivières, il y a beaucoup de gestion à avoir au niveau des rivières, de la préservation des bassins versants. Mais là, sur le bassin amazonien, on va arriver à créer des déserts, en fait, quasiment. On parlait parce que l'arbre disparaît. Parce que l'arbre disparaît. Qu'il ne retient plus les sols, que l'érosion poursuit sa course et que... Exactement. Il ne les régénère pas, justement, avec les feuilles. Les feuilles, c'est 80% de la matière de l'arbre fertile, nutritive, quasiment. Donc tout ça disparaît, n'arrive plus à créer la fertilité des sols. Et là, la grosse question, la grosse différence, je dirais, c'est que les forêts tropicales sont les plus menacées et en moins bonne santé, quasiment. Alors, ça m'inspire deux questions. Comment on peut, à travers deux exemples, illustrer tous les bénéfices de la forêt, là, un peu en négatif, tu les as évoqués. Quels bénéfices on peut évoquer? Et est-ce qu'il y a quand même des endroits où des expérimentations ont réussi à stopper au moins, ou à ralentir le mouvement que tu décris? Ou alors est-ce qu'on est encore... malheureusement face à une machine lancée et qu'on n'arrive pas à ralentir? Deux questions. Quand on parle de service écosystémique, en fait, c'est un service que donne la forêt et l'arbre à l'homme. On est vraiment sur de la matérialisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 1,6 milliard de personnes dépendent directement des forêts. Dans leur vie quotidienne. Dans leur vie quotidienne. Et là, on ne parle pas de s'acheter une table. Hein. Non, vraiment de survie, d'alimentation, de logement, tout, en gros. Ce qui est un besoin vital. Donc là, déjà, ça nous met dans un contexte fort de la forêt nécessaire pour l'humanité. Des exemples de réduction de la déforestation, je dirais qu'en fait, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, la tendance, ça s'est quasiment pas inversée. Elle s'accélère même dans certains pays, comme le Brésil, qui avait mis en place des politiques, qui avait réussi à un peu freiner la déforestation, qui au final a changé ses lois là récemment et qui a accéléré, voire quadruplé la déforestation annuelle. Donc on voit qu'en fait c'est plutôt une menace actuelle qu'on n'arrive pas à stopper. Par contre, il y a des initiatives qui luttent contre la déforestation. Donc justement, la déforestation étant liée souvent à l'agriculture, quasiment 60% de la déforestation est liée à l'agriculture. C'est comment transformer cette agriculture. Elle peut être vivrière, donc les populations locales, autochtones parfois qui vont s'alimenter, comment les aider à travers l'agroforesterie par exemple à utiliser un peu moins de surface pour pouvoir préserver leur forêt. Mais la grosse question, c'est surtout comment arrêter la production de soja qui
va détruire des millions d'hectares, pour l'alimentation bovine qui aussi va détruire des millions d'hectares, ou pour l'huile de palme qui va détruire des millions d'hectares. Et là, on est sur notre responsabilité en tant que population, que pays pays développés qui consommons énormément ces ressources, de réduire notre alimentation de viande rouge, surtout de plus consommer d'huile de palme. Donc moins de viande rouge, moins d'huile de palme, Voilà. parce que quand on remonte la chaîne, on finit de par l'autre côté déforester. des océans, on a un champ qui a été dévasté, enfin plutôt une forêt qui a été dévastée pour laisser place à un champ Ouais. et faire de l'agriculture intensive, ou Exactement. extensive, mais pour de la viande. Pour On la a viande. remplacé de la forêt par du steak. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, en mangeant alors, les steaks, on va dire, d'Amérique latine, on mange, même ici à consommer chez nous, parce que souvent ils utilisent des tourteaux de soja. Oui, où le soja a été produit, il est venu ici. Exactement. OGM, bien sûr, c'est mieux, non? C'est De plus préférence. efficace. Ouais. Et en gros, on consomme effectivement une part de forêt, et également pour l'huile de palme. Et ça, c'est important, ça, que le pouvoir d'action que peuvent avoir des ONG comme Kinome, Man Nature ou autres, je pense aussi à Cœur de Forêt en Volvert aussi, qui travaillent énormément sur ces aspects-là, ça va être d'accompagner les populations qui, elles, sont les plus vulnérables face à cette déforestation, face au changement climatique, dans améliorer leur système agricole traditionnel pour justement travailler sur la sécurité alimentaire, préserver leurs forêts, parce que c'est aussi préserver leurs ressources en eau, les sols qui sont nécessaires, voire de l'alimentation. On parle des produits forestiers non ligneux, tout ce qui est fruits, baies. Donc ça, c'est nécessaire, mais la grosse question, c'est comment on arrête cette industrialisation de masse agricole qui, elle, ronge tous les jours la forêt. Et j'avais un chiffre tout à l'heure, un jour de déforestation, c'est 8 millions de vols. Un jour de déforestation, c'est 8 millions de vols Paris-New York. Donc c'est énorme, c'est comme si on envoyait tous les jours des émissions de 8 millions de passagers juste à cause de la déforestation. Et donc ça accélère les changements climatiques, le fait de couper une forêt, alors que la forêt, son vrai service, c'est de réguler le climat, c'est d'atténuer ces changements climatiques. Donc on est en train un peu de se tirer une balle dans le pied si demain on n'a plus de forêt. Il y a un autre service que rend la forêt. Pour revenir aussi aux imaginaires, c'est un service culturel. Il y a des populations qui ont une relation assez intime à l'arbre, qui est un vrai catalyseur social, culturel chez elles. Est-ce que tu peux nous dire deux mots? Effectivement, dans notre société, on s'est vite déconnecté de la nature, on réapprend petit à petit, on parle de sylvothérapie pour essayer de se reconnecter aux bienfaits des arbres et de la nature. On en a besoin de remettre des arbres en ville, mais pour beaucoup de populations, l'arbre est super important. On parle d'arbres sacrés quand on est en Afrique centrale. Ce sont des arbres qu'il ne faut pas toucher. Alors, quand on parle d'exploitation forestière, justement, on doit les identifier et surtout pas les toucher. Pourquoi? Parce que ça vient c'est un acte quasiment religieux pour eux, sacré, de ne pas toucher ces arbres. Ça représente des fois leurs ancêtres. Beaucoup de peuples sont connectés à ces arbres. Et j'ai vécu pendant pas mal de temps avec les communautés Maya au Mexique. Il y a l'arbre sacré qu'on appelle le Ceiba Pantandra. Cet arbre, c'est la connexion entre l'inframonde, donc ce qu'on pourrait appeler chez nous l'enfer, mais chez eux, ça n'a pas cette signification. C'est l'au-delà, la vie d'après, et la vie qui représente les feuillages. Et ont représenté leur vie, la vie, qui est naître, vivre et mourir par un arbre. Et ça, c'est sacré. On en trouve dans tout village et dans plein de régions du monde. Que ce soit jusqu'aux Incas, il y a eu toujours beaucoup de choses autour de l'énergie que pouvaient générer les pierres, mais aussi les arbres. Et ça, c'est vrai qu'aussi, il faut pouvoir en avoir conscience, parce que c'est important pour certains peuples aujourd'hui. Il faut pouvoir le préserver, surtout quand on déforeste les forêts amazoniennes, forêts indonésiennes. Mais aussi, peut-être nous, dans notre quotidien, de se réapproprier cette connexion, de se reconnecter petit à petit à la nature, à l'arbre, pour prendre conscience qu'en fait, tout ce qu'on a autour de nous dépend du sol. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le sol, il dépend des arbres, il dépend de la forêt. Et donc je pense qu'aujourd'hui, et je suis ravi qu'il y ait cet événement-là, notre société devrait être reconnectée entièrement à l'arbre et à la forêt. Oui, et comprendre ce que c'est que la vie, en fait. C'est la vie. Exactement. C'est Damien, oui. Et puis on va écouter Cécile. Oui, excuse-moi. Allô? Ah, on a perdu. Voilà, transfert de micro. Oui, transfert de micro. Je rebondis juste avec ce que tu viens de dire, parce que ça me donne vraiment un exemple qui me vient dans la tête sur la divinité Zangbeto dans les mangroves du Bénin.
Et avec plusieurs associations ouest-africaines, on travaille en collectif sur la protection des mangroves. Et notre partenaire au Bénin, en fait, travaille à partir de cet héritage traditionnel qui est cette divinité, Zangbeto, c'est-à-dire le gardien de la nuit. Et le gardien de la nuit, en fait, il donne ses règles, c'est-à-dire qu'à certaines périodes de l'année, on ne va pas dans les mangroves. Et ces périodes-là, c'est les périodes en fait, où c'est la reproduction des poissons. C'est-à-dire que les chefs traditionnels, qui sont porteurs de ces messages animistes, en fait, avaient déjà établi dans le passé leurs propres règles de gestion, quelque part. Et donc, du coup, nous, notre travail aussi d'ingénieur de terrain, c'est d'aller comprendre ça, c'est de travailler main dans la main avec ces leaders traditionnels pour utiliser cet aspect culturel et en faire un levier pour mieux protéger la forêt. Cécile, est-ce que l'homme et la nature, a priori, tout ça doit fonctionner Tout à fait. Donc travaille là-dessus. nous travaillons aussi dans le bassin du Congo. On soutient 2 ONG locales autour de la réserve du Dja au Cameroun, où il y a les Baka, les pygmées Baka. Donc effectivement, eux, ils sont extrêmement proches de la forêt. Donc c'est un peuple comme beaucoup de peuples, mais eux, ils sont extrêmement proches de la forêt. Ils y trouvent toutes leurs ressources alimentaires, leurs médicaments. Et il y a eu un esprit de la forêt, en fait, dans tous les peuples, dans toutes les cultures pygmées. Il y a le mot esprit de la forêt qui est reconnu. Et on peut faire le lien aussi avec un arbre qui est extraordinaire, c'est l'arbre, le Moabi, qui est aussi extrêmement expliqué dans le film qu'on va voir ce soir, Il était une fois la forêt. Et donc cet arbre, en fait, il protège les villages. Si les populations pensent qu'il protège les villages et qu'il renvoie les esprits maléfiques hors du village. Et on en discutait ce matin avec Francis Allais, c'est quand même la classe de pouvoir dire ça. Effectivement, ils utilisent aussi l'écorce pour en faire une sorte de potion qui les rend transparents en fait, aux agressions potentielles d'animaux dans la forêt. Donc cet arbre va être utilisé pour l'écorce, le latex, pour des médicaments. Les fruits sont mangés par les animaux, les éléphants surtout, les chimpanzés. Et nous travaillons aussi pour la collecte des graines, donc les graines de Moabi qu'on peut presser, avoir une huile qui peut être utilisée dans la cuisine au quotidien et aussi une huile pour les cosmétiques. Et donc le but de ce programme, c'est de... Les esprits sont avec nous. C'est ça, quoi. Ils nous ont écoutés en fait. Ils arrivent nous protéger. Donc le but de ce programme, en fait, c'est de développer, comme l'expliquait Daisy tout à l'heure, en fait, qui travaille pour Envolver, c'est de faire en sorte que l'arbre vivant ait une plus-value économique beaucoup plus importante que en parquet ou en fenêtre exportées pour le marché européen ou américain, et que ces revenus reviennent directement aux communautés locales pour qu'elles puissent devenir en fait les acteurs de la conservation et pour qu'elles puissent travailler, qu'elles aient des revenus beaucoup plus importants et donc qu'elles aient les capacités de gérer leur forêt durablement. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que les communautés avec lesquelles vous travaillez se trouvent souvent près de parcs naturels, nationaux. Enfin, quelle est l'expression? Ça dépend des pays, j'imagine. Ouais. Enfin, ça dépend du statut, mais oui, il y a beaucoup de parcs nationaux en fait, principalement en Afrique, là où on travaille. Et donc les communautés vivent autour de ces parcs, souvent dans des forêts communautaires. Donc c'est quand même assez intéressant dans le sens où ça fait un bon buffer, une bonne protection en fait du parc naturel qui est au centre. Et le travail de Man Nature, mais surtout avec les acteurs locaux qui sont au quotidien avec les communautés locales, c'est de gérer durablement ces forêts communautaires qui sont une protection du parc. Et gérer durablement, ça signifie qu'ils utilisent les ressources en fait. Donc ils puissent utiliser, collecter le bois durablement, mais ça va être les fruits, les graines, et donc tous les produits forestiers non ligneux, les PFNL, pour en retirer des ressources, mais aussi pour qu'ils deviennent acteurs et qu'ils comprennent effectivement si en protégeant ces forêts, en protégeant ce parc, on a un intérêt économique à ce que ça reste debout, à ce que ça reste intact. Donc l'idée, c'est que le cœur de l'écosystème, c'est un parc dans lequel la vie sauvage s'organise et on la laisse se déployer sans intervenir. Et autour, il y a une ceinture. Et c'est
sur cette ceinture que vivent les habitants et qu'ils essaient Exactement. de l'exploiter. Exactement, et donc limiter le braconnage, forcément, parce que limiter le braconnage, limiter la déforestation liée à l'extension de l'agriculture, et donc développer des alternatives qui soient liées à la forêt, donc des alternatives économiques, mais aussi mettre en place en fait des systèmes de conservation. Après, on a un message qui est assez simpliste, et je pense que c'était la conclusion de Daisy, de dire tout ce qu'on fait, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas faire de la gestion durable des forêts communautaires, par exemple, en claquant des doigts. C'est extrêmement compliqué. Il faut un comité forestier qui implique les femmes, les chefs de village, que les ressources soient bien utilisées, quelles sont les règles d'utilisation de ces ressources. Ensuite, quand ces ressources vont rapporter de l'argent au village, comment l'argent va être utilisé. Et donc le but, en fait, c'est de gérer ces forêts communautaires durablement avec un comité qui soit au centre, avec des règles établies. Et pour ça, en fait, ça ne marche pas simplement. Pour ça, en fait, il faut l'appui des ONG locales. Donc notre but, c'est clairement de soutenir ces ONG locales qui sont sur le terrain au quotidien, parce que c'est elles qui sont les acteurs principaux, en fait, de ces projets-là. Et qui accompagnent les communautés à se mettre en place en coopérative, comme l'expliquait Damien, à soutenir le comité de gestion, à vérifier qu'il n'y ait pas de braconnage, qu'il y ait des patrouilles qui soient mises en place. Donc pour nous, en tout cas, clairement, si pour sauver et préserver les forêts, en tout cas dans les pays dans lesquels on travaille, il faut soutenir les ONG locales. Et, bon, j'ai rien contre les ONG internationales, mais vraiment, ce sont les acteurs qu'il faut mobiliser. Et c'est quand même intéressant de voir que la Fondation Maison du Monde a compris et finance ces ONG directement sur le terrain pour qu'ils perdurent leurs activités. Ce que j'entends dans ton témoignage, ce que j'entendais aussi chez Anne, c'est la dimension collective de la prise en main du destin de la forêt. Ouais. Collective, individuelle. Si vous êtes nantais, ça vous dira forcément quelque chose parce qu'il y a des projets dans une certaine zone qu'on appelle la ZAD, qui est un biotope extrêmement préservé paradoxalement parce qu'il y a eu un projet d'aéroport qui n'existe plus aujourd'hui, mais cet écosystème est là. Est-ce que ces enseignements-là, que toutes les ONG observent, j'allais dire à l'extérieur, il n'y a pas une bizarrerie plutôt, à pas vouloir l'appliquer sur un écosystème? Alors je parle d'ici, mais ça peut être ailleurs en France, hein. Anne, j'imagine qu'il y en a d'autres. De ne pas comprendre ça et qu'on a besoin aussi finalement de s'inspirer de ça pour mieux préserver si c'est un bien commun. Enfin, si on l'estime en tout cas. Peut-être qu'on ne l'estime pas, mais... Oui, exactement. Si c'est un bien commun, tout à fait. Après, c'est pas, une fois de plus, c'est pas simple. Il y a toujours des individus. Les responsables des comités, c'est bien sûr le chef du village, celui qui a le plus d'argent. Donc en fait, pour qu'il y ait une équité, pour que les femmes fassent partie de ces comités aussi, c'est un challenge. Pour que les jeunes fassent partie des forums de discussion, c'est aussi difficile. Et donc, simplement, on dit qu'il y a des comités qui gèrent durablement ces forêts. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. On est quand même tous humains et on est tous, on a tous envie d'être, greedy. On est tous, j'ai le mot anglais, pas en français. On veut s'accaparer une partie des ressources. Oui. Effectivement. Mais ça peut marcher. Et donc Cupide, voilà. Et pour rebondir sur Jonathan, c'est ce qu'il fait en fait avec All for Trees, c'est en fait regrouper les ONG françaises pour le coup là, qui travaillent sur le même sujet, pour essayer de voir comment on pourrait travailler potentiellement mieux ensemble en consortium, ou au moins savoir ce que fait l'autre, parce qu'on a besoin d'être ensemble pour résoudre cette problématique. Ok. Sur la notion de bien commun, si vous voulez réagir, et ensuite on va passer le micro dans la salle. C'est celui qui marche pas de bol. Prends le mien. Oui, je voulais juste compléter sur les activités effectivement collectives. Nous, au niveau du RAF, on considère que la diversité des points de vue, ça enrichit le débat et on arrive à des propositions beaucoup plus intéressantes. Effectivement, il y a une zone pas très loin d'ici où il s'est passé toute une dynamique collective et qui se passe encore, même si effectivement il y a une volonté d'individualiser. Mais la forêt, c'est un bien commun. Enfin, on essaye d'en faire un bien commun. En tout cas, ça rend des services dont tout le monde a besoin. Il y a un intérêt général qui est vraiment là. Et c'est une expérience qui continue. C'est-à-dire qu'il se passe encore des choses sur ce territoire.
Il y a des gens qui montent des projets, qui montent des chantiers. Donc il y a encore une dynamique collective. Et voilà, on vous invite à y participer, vu que vous êtes juste à côté. Jonathan? Et justement, pour rebondir sur cette dynamique collective, ça fait appel quasiment maintenant à la sociologie. Toutes les solutions existent. Maintenant, c'est comment on passe à l'acte aussi. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui d'impliquer la sociologie dans ces réflexions, le comportement humain. Et pour revenir sur les services écosystémiques, aujourd'hui, le seul service écosystémique qui est monétisable et qui est monétisé, c'est le carbone. Parce qu'on a pu mettre une valeur au carbone, mais il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que chaque service écosystémique rapporte finalement de l'argent à la société. C'est filtrer l'eau, combien ça coûte, ça nous coûterait, nous, de le faire mécaniquement, industriellement, et que la forêt nous l'apporte. Et il y a aussi... C'est ce que fait la ville de New York. Effectivement, la ville de New York, par exemple, avec une purification de son eau potable grâce à des domaines forestiers au nord de la ville. Il y a aussi un risque qui est souvent soulevé par les ONG. On connaît le carbone qui a été très critiqué, mais aujourd'hui fonctionne quand même assez bien pour financer des initiatives. C'est peut-être le risque que demain, on aille monétiser tous les services écosystémiques des forêts et qu'on rentre en fait dans un nouveau modèle capitaliste, alors que là on parle d'un bien commun qui n'a aucune valeur puisqu'elle apporte tellement de services qu'on devrait la préserver sans aucune contrepartie financière. Ok, Damien? Oui, et moi je suis convaincu aussi que les expériences que nous avons tous en Afrique doivent nous inspirer, et notamment sur la gestion communautaire des forêts. Imaginez qu'autour de Nantes, un peu à l'extérieur, 4 ou 5 villages se mettent d'accord, créent une association villageoise et ensuite aillent voir le préfet ou les maires de la commune sur laquelle le territoire de la forêt est placé et demandent un droit d'usufruit de cette forêt. Et le droit d'usufruit, ça veut dire que nous, citoyens, riverains de la forêt, on s'engage à protéger, à faire des surveillances de la forêt, à instaurer des règles de gestion communes, y compris encadrer les promeneurs du dimanche, les Nantais qui vont se promener. Et en échange, vous, État ou collectivité territoriale, vous nous permettez de bénéficier un petit peu de la richesse que va créer cette forêt bien gérée. Ça, c'est ce que nous créons avec les villageois en Afrique et qui est carrément transposable en France. Ok. On me dit qu'il reste 3 minutes, je suis désolé, j'ai laissé le temps filer, mais culpa, je prends une question, ça va être très peu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec un micro? Voilà. Ah, il y a alors, une question là, et on va prendre une autre là. Allez-y. Ou intervention. On m'entend là? Oui, on t'entend. Ok. Je vais être rapide en fait, c'est pour rebondir sur les dernières interventions. Nous, on fait partie d'une association qui s'appelle Abracadabois et qui est adhérente au RAF. Et en fait, on est sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes et Vigneux de Bretagne, sur la ZAD. Et on mène en fait depuis des années des choses en cohérence avec le RAF, à la fois sur la gestion éthique des forêts, la problématique de la filière très très courte qu'on a chez nous, la création d'activités et toute la sensibilisation aussi à la forêt considérée dans son ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, on a aussi contribué à ce que les terres ne soient pas détruites et que cette forêt ne soit pas bétonnée. Et on a envie de continuer et on se bat pour continuer à faire nos activités dans cet espace et qu'elles soient aussi ouvertes à plein d'autres gens. Donc on est présent sur le stand du RAF et on vous invite à venir en discuter avec nous parce que la problématique de l'accès collectif à la forêt, aujourd'hui depuis l'abandon du projet d'aéroport, elle se pose à nous. Et on espère bien qu'ensemble on va réussir à garder cette belle forêt et ses activités multiples. Bon, voilà un cas pratique avec Abracadabois. Juste pour dire, le stand, il est juste derrière là. Oui, au centre du RAF, là, juste à droite en sortant. Tout à fait. Et monsieur avec les lunettes jaunes, je vous avais promis le micro, alors on va vous le passer. Et on conclura avec votre question et la réponse. D'accord, bonjour. J'entends Damien, je crois, c'est ça, qui parlait de ce qu'on pouvait faire en tant que citoyen autour de chez nous. Alors moi, ça me fait un grand écho parce que je suis un technicien, garde forestier. Et là, ce que tu as évoqué là, c'est le service public forestier qu'on a en France. Alors, alors j'ai un petit papier sous les yeux, là, je ne vais pas le dire, mais simplement pour mémoire, quoi. La forêt en France, il y a des forêts dites publiques qui appartiennent à l'État, qui appartiennent aux collectivités locales, donc, dont les élus sont nos représentants, donc il suffit d'aller les voir aussi pour leur en parler. Enfin voilà, la forêt en France, c'est l'approvisionnement en bois, on l'a cité, c'est la protection de l'eau, des sols, du climat, on a parlé de climatisation tout à l'heure. Voilà, c'est ce qui est raison pratique dans nos forêts. La protection vis-à-vis des risques naturels, que ce soit l'érosion, les éboulements en montagne, voilà. La protection des paysages. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui nous encadre, c'est le rôle social de la forêt. La forêt a un rôle d'accueil du public, voilà.
Et donc en fait actuellement, depuis quelques décennies quand même, les gouvernements s'échinent à détruire en fait ce qui fait la spécificité de la gestion forestière en France. La qualité du travail mené par tous les anciens avant nous et puis nous actuellement qui faisons ce travail-là pour le transmettre aux suivants. Et actuellement, donc, il y a une course forcenée à l'industrialisation de la forêt, et sans tenir compte de tous les services. Et je ne vais pas trop prolonger. Mais on vous voilà. écoute, mais il faut que je rende l'antenne. Mais on vous écoute. D'accord, merci. Et donc voilà, donc j'interviens pour ça parce que j'entends des choses qui sont dites là, donc dans différents pays qui sont très intéressantes. Ce que disait Anne tout à l'heure, Lé aussi. Voilà, à l'heure actuelle, ce qui est mené en tant que politique forestière, c'est une politique forestière aquatermiste, d'industrialisation, et donc, en fait, pour préserver nos paysages, pour préserver la forêt, c'est vrai que chaque citoyen peut aller voir ses élus, peut aller voir et demander des comptes, parce que la politique forestière qui est menée, les projets qui sont menés actuellement vont à l'encontre de tout ce qu'on évoque actuellement. Voilà, sur ce plateau. Et le message est merci. Limpide. Merci à chacun donc de se mobiliser. 1 heure, ça passe très vite. Si vous voulez poursuivre la conversation avec nos invités, on peut poursuivre là-bas. Le stand Abracadabois au RAF en sortant à droite. On doit clore avec ça. Désolé pour ce timing serré, mais on laisse la place aux autres. Une dernière annonce avant de vous quitter. Tristan Lecomte que je vois là-bas. Salut Tristan. Dédicace son livre à la librairie à 17h45. J'espère que tu seras ponctuel. Voilà, merci et place au débat suivant.